Les cracks financiers sont de véritables mines d'or pour les secteurs d'entreprises riches en liquidités. Les taux d'intérêt élevés menacent aujourd'hui un nouveau crash du marché immobilier. Cette fois, ce n'est pas à cause de fraude bancaire, mais simplement parce que l'économie est étouffée par la dette. Bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Lena Petrova et vous écoutez un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir à nouveau dans l'émission un économiste américain de renom, le Dr Michael Hudson. Michael est professeur de recherche émérite, auteur prolifique, ancien analyste financier à Wall Street et chercheur reconnu à l'international. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages passionnants, parmi lesquels Super impérialisme, qui analyse le rôle du dollar américain et la domination financière des États-Unis dans l'économie mondiale. Killing the Host, une critique de la financiarisation et du capitalisme fondé sur la dette. The Destiny of Civilization, consacré à l'émergence d'un ordre mondial multipolaire. Et J is for Junk Economics, qui démonte les récits économiques trompeurs. Ce que nous allons justement faire dans cette interview. Michael, merci beaucoup d'être avec nous. J'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps. Michael, thank you so much for joining. I appreciate your time. Eh bien, c'est un bon moment pour être de retour. Aujourd'hui, la bourse est étonnamment en hausse. Les rendements obligataires, eux, sont très légèrement en baisse. Et pourtant, il y a toujours une sorte d'angle mort. Alors je veux parler des marchés actions et obligataires et de la façon assez irrationnelle dont ils semblent se comporter face à ce que Trump annonce comme une intensification de la guerre contre l'Iran. Selon lui, cela va entraîner encore plus de blocage du pétrole de l'OPEP vers le reste du monde. Et ça, comme je l'ai déjà expliqué, va provoquer une dépression mondiale cette année et l'année prochaine. Et qui sait combien de temps ça durera. Je veux dire une chose avant de commencer. Je ne conseille plus les gens sur la façon de s'enrichir, ni sur les placements à faire en bourse ou sur le marché obligataire. Si je leur disais vraiment comment devenir riche, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, soyez un criminel. Le crime, ça rapporte. Évader les impôts en passant par les paradis fiscaux, spéculer sur les matières premières, racheter des fabricants d'armes, des compagnies pétrolières et des pollueurs. C'est là que se fait tout l'argent aujourd'hui. Et c'est exactement ce que font les investisseurs les plus riches, ce qui les a rendus très fortunés pendant que le reste de l'économie tourne au ralenti. Ce que je veux, moi, c'est montrer qu'il existe une autre voie et que l'alternative actuelle ne fera qu'aggraver la catastrophe. J'ai essayé d'expliquer que nous vivons aujourd'hui dans un capitalisme financier, ce n'est plus du capitalisme industriel, et de montrer comment ce capitalisme financiarisé fonctionne. Et je me rends compte que mes livres ont parfois été utilisés comme des manuels pratiques, au lieu d'être lus comme une tentative d'inverser la tendance. Je ne peux pas y faire grand-chose, mais au moins je peux expliquer ce qui se passe sans faire de recommandations. C'est dans cet esprit que je veux commenter la situation actuelle des marchés boursiers et obligataires. Il y a un court-termisme irréaliste, une incapacité à comprendre ce qui attend le monde, la crise du pétrole et de l'énergie et les marchés financiers. Je pense que les taux d'intérêt augmentent comme si cela allait, d'une manière ou d'une autre, freiner l'inflation des prix alors qu'elle est causée par le pétrole, pas par une création excessive de monnaie. En réalité, cette hausse des taux d'intérêt va aggraver l'incapacité de l'économie à faire face à la désorganisation déjà en cours. Voilà, c'est cette vision d'ensemble dont je veux parler aujourd'hui. C'est vraiment passionnant et j'attendais avec impatience cette conversation avec vous. Il y a quelques jours, les derniers chiffres de l'inflation ont été publiés. Et comme on pouvait s'y attendre, et je suis sûre que vous vous y attendiez aussi, l'inflation s'est accélérée directement
à cause de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Et maintenant, c'est officiel. En regardant les données, on voit bien que les Américains paient le prix de l'interventionnisme de Trump. La crise énergétique qui se développe fait grimper les prix toujours plus haut, tandis que la Réserve fédérale laisse déjà entendre qu'elle pourrait devoir relever les taux d'intérêt. Mais au fond, comment ce mythe selon lequel les taux d'intérêt augmenteraient en réponse à l'inflation des prix a-t-il commencé? Eh bien, tout a commencé avec cette tentative de transformer la théorie économique en un exercice de relations publiques, pour justifier les banques et le secteur financier comme s'ils jouaient un rôle productif dans l'économie, comme si les bénéficiaires des intérêts et plus largement la classe des rentiers jouaient un rôle productif en fournissant un service, en faisant en quelque sorte un sacrifice pour gagner leurs intérêts. Et tout cela pour créer une sorte d'univers parallèle, cherchant une justification morale à l'idée que la finance doit contrôler l'économie et non les gouvernements. Les gouvernements, eux, ne devraient pas interférer avec ce que la finance, les grands groupes de capital monopolistiques, les marchés boursiers et obligataires et les banquiers veulent faire. Donc, le postulat qui sous-tend toute cette vision de relations publiques de la situation, c'est que les créanciers utiliseraient leurs intérêts pour acheter des biens et des services. Autrement dit, s'il y a de l'inflation, alors les taux d'intérêt doivent augmenter pour que les banquiers et les créanciers ne perdent pas leur pouvoir d'achat sur le travail. Eh bien, cette question avait déjà été débattue au milieu du XVIIIe siècle. Et les critiques du financement par la dette, déjà à cette époque, faisaient remarquer que les détenteurs d'obligations dépensaient la majeure partie de leur argent à accorder de nouveaux prêts. Ils n'achetaient pas de biens ni de services. Et quand ils dépensaient de l'argent dans l'économie non financière, c'était surtout pour acheter de l'immobilier de prestige, notamment dans les centres financiers et les grandes villes. Et ensuite pour acheter produits de luxe. Déjà à l'époque, on faisait remarquer que la plupart de ces produits de luxe achetés par la classe financière aisée étaient importés d'Italie, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Au XIXe siècle, les créanciers ont donc trouvé une nouvelle justification pour les intérêts. Ils devaient faire face à la montée de l'hostilité envers les banques aux États-Unis, ainsi qu'aux réformateurs socialistes. Et ils disaient, les intérêts, c'est une compensation pour les risques que nous prenons. Le risque, c'est pas seulement celui de ne pas être remboursé si nous n'avons pas assez de garanties pour couvrir tout ça. C'est aussi la perte de pouvoir d'achat sur les biens et les services quand les prix augmentent. Mais au fond, ce qu'ils voulaient vraiment, c'était préserver le pouvoir d'achat de leurs créances sur le travail humain, celui qui produit justement ces biens. La rationalisation financière des intérêts et des gains financiers a toujours été, avant tout, dirigée contre le travail. Elle a été développée par les économistes autrichiens et d'autres comme un argument politique et idéologique contre le socialisme. Par exemple, on avait des économistes autrichiens comme Böhm-Bawerk qui allaient jusqu'à affirmer que l'intérêt représentait la rémunération du service rendu par les créanciers en s'abstenant de consommer leurs revenus. C'est ce qu'il appelait la préférence temporelle. Les épargnants étaient des individus de la classe moyenne et ils voulaient consommer davantage plus tard. Alors ils mettaient de côté leur salaire, leurs profits, leurs revenus pour pouvoir consommer plus tard. Ce mythe selon lequel le secteur financier ferait partie du secteur de la production et de la consommation, eh bien, le fait de devoir payer des intérêts était ainsi présenté comme le prix de l'impatience. C'est ce qu'on appelle blâmer le débiteur.
Comme si les salariés avaient le choix d'éviter de s'endetter simplement par manque de prudence, et non pas parce que leurs salaires ne suffisent pas à couvrir le coût de la vie. C'est ce qui a poussé Karl Marx à ironiser en disant que, si c'était vrai, les banquiers Rothschild devaient être la famille la plus abstinente d'Europe. Et c'est comme si le secteur financier, les banquiers et les détenteurs d'obligations agissaient sans lien avec l'économie réelle, celle de la production et de la consommation. C'est d'ailleurs le thème central de mes livres. L'économie est composée de deux grands secteurs. D'un côté, la production et la consommation, avec leurs circuits de distribution. De l'autre, le secteur financier, qui fonctionne complètement à part. Il agit de manière indépendante, et c'est lui en réalité qui fait tourner les marchés boursiers et obligataires. C'est dans ce cadre-là que je veux mener la discussion aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. On va parler dans quelques minutes des actions, des obligations et du contexte géopolitique. Mais avant ça, Michael, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la hausse des taux d'intérêt agit concrètement sur l'emploi et sur la croissance des salaires? Parce que je sais que votre théorie est assez différente du discours dominant. Et j'aimerais que nos téléspectateurs comprennent un peu mieux votre point de vue là-dessus. Eh bien, c'est là que la réalité se heurte à l'économie bidon dont les médias parlent en ce moment. La logique la plus récente du XXe siècle, c'était celle de Paul Volcker quand il a fait grimper les taux d'intérêt à plus de 20% à la fin du mandat de Carter en 1980. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le patron de mon patron à la Chase Manhattan quand j'y travaillais dans les années 60. Volcker voyait les salaires augmenter à cause de la politique budgétaire du type canon et beurre de la guerre du Vietnam. On appelait ça le keynésianisme militaire, dont l'objectif était de stimuler les profits, l'investissement et l'emploi. Eh bien, Volcker voulait faire monter le chômage pour faire baisser les salaires et éviter qu'ils continuent à grimper. Et il disait, si les salaires sont bas, les prix le seront aussi. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est augmenter les taux d'intérêt. Ça va freiner l'investissement et l'emploi, il y aura plus de chômage et ça mettra fin à l'inflation des salaires. On fait porter toute la responsabilité sur les salaires, pas sur le fait que le gouvernement avait un énorme déficit à cause du Vietnam, tout en essayant de financer à la fois les dépenses militaires et la consommation. Eh bien, ce que Volcker a fait, c'est qu'il a réussi à provoquer un crash quand les taux d'intérêt ont grimpé jusqu'à 20%, ce qui est totalement intenable. Et dans ce sens-là, on peut dire que oui, la hausse des taux a ralenti l'inflation des prix, mais seulement parce qu'elle a fait s'effondrer l'économie et l'emploi avec. C'est pour ça que Ronald Reagan a été élu au lieu que Carter soit réélu. Bon, évidemment, ce n'est pas le but aujourd'hui quand on relève les taux d'intérêt. L'objectif n'est pas d'augmenter le chômage, mais c'est pourtant l'effet que leurs décisions vont avoir. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on appelle compenser le risque. Relever les taux parce que l'économie devient plus risquée, plus inflationniste. Aujourd'hui, les taux montent et on voit les taux à long terme dépasser 4,6, 4,7% sur les obligations à 10 ans et plus de 5% sur les bons du Trésor à 30 ans. C'est bien plus élevé que tout ce qu'on a connu depuis 17 ans. Et ça augmente fortement le risque économique. Parce qu'avec des taux aussi hauts, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, pour commencer, ça empêche les cours de la bourse de monter. Parce que les gens ne vont pas emprunter auprès des banques à des taux d'intérêt élevés pour spéculer sur des actions qui, de toute façon, ne vont sans doute pas augmenter vu que la crise pétrolière ralentit la production et tout le reste. Mais en réalité, tout ce marché boursier,
monte et descend au gré des rumeurs, selon ce que l'administration Trump dit sur les chances de paix ou sur le retour d'un climat plus serein. Alors la théorie, c'est que si on rend plus difficile l'emprunt à des taux élevés, les banques ne prêteront plus pour construire de nouvelles usines et embaucher davantage de travailleurs. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que font les banques. Bien sûr. Vous avez aussi expliqué que les gouvernements et leurs banques centrales peuvent, disons, faire semblant, enfin, je ne sais pas si faire semblant est le bon mot, mais qu'ils peuvent annoncer qu'ils baissent les taux d'intérêt pour relancer l'économie. Alors qu'en réalité, le vrai objectif, c'est de regonfler les prix des actifs financiers et de l'immobilier, ce qui évidemment profite au fameux 1% le plus riche. Vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça fonctionne, bien sûr. Eh bien, pour comprendre ça, il faut regarder ce qui s'est passé après l'arrivée de l'administration Obama en 2009. L'économie s'était effondrée et à cause de la crise des prêts hypothécaires toxiques, d'énormes fraudes bancaires avaient provoqué une hausse massive des défauts de paiement sur ces prêts. En plus, l'économie était devenue tellement instable, tellement transformée en véritable casino, que de grandes entreprises comme AIG s'étaient complètement trompées sur la direction que prendraient les produits dérivés. Je ne vais pas détailler ce que sont les produits dérivés. En gros, c'était des paris sur l'évolution des taux d'intérêt, des cours boursiers et des défauts de paiement. Donc, toute la question, c'était comment sauver le système bancaire. La Réserve fédérale et les autres banques centrales ne représentent pas l'intérêt public. Elles représentent They represent their customers, the banks. They said, well, the banks now... Et ils ont dit, eh bien, les banques détiennent maintenant des garanties pour leurs prêts hypothécaires et pour d'autres prêts, mais ces garanties valent moins que les dettes qu'elles ont envers leurs déposants et leurs contreparties. Donc il faut sauver le système bancaire. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Obama a dit, d'accord, voici ce qu'on va faire. D'abord, je vais rompre toutes les promesses que j'ai faites. On va sacrifier les victimes noires et issues des minorités, piégées par des prêts hypothécaires toxiques. On va laisser les banques saisir leurs biens pour pouvoir tout leur revendre. Et on va baisser les taux d'intérêt à un niveau tellement bas qu'on va utiliser la Réserve fédérale pour inonder l'économie de crédit. En d'autres termes, on va faire passer les taux d'intérêt sous la politique de taux zéro, qui a commencé en 2009 et a duré jusqu'à environ 2022 à 0,1%. Et on va faire en sorte que les banques puissent emprunter à un coût tellement bas qu'elles pourront faire des bénéfices en prêtant à seulement 2%. Les entreprises et les capitaux privés pourront alors emprunter à 2% pour acheter des actions dont les dividendes rapportent plus de 2%, ou pour acheter des sociétés sous-évaluées en espérant une plus-value. Et quand les taux d'intérêt baissent, ça veut dire que les prix des obligations montent. Donc, si vous avez une obligation qui rapporte 5% et que le taux d'intérêt tombe à une fraction de 1%, le prix de cette obligation grimpe énormément. Ce qu'Obama a fait, c'est créer le plus grand boom du marché obligataire de toute l'histoire. Les banques se sont enrichies grâce à leur portefeuille d'obligations, et les détenteurs d'obligations et d'actions des banques se sont eux aussi enrichis. Résultat, les banques ont gagné, la bourse a grimpé, et le marché obligataire aussi. Les banques, avec des coûts d'emprunt aussi bas, ont accordé des prêts immobiliers à des taux d'intérêt très faibles. Du coup, on a vu des sociétés de capitaux privés, comme Blackstone et BlackRock, je crois, racheter ces prêts. Autrement dit, les maisons vendues pendant qu'Obama saisissait les biens des groupes qui avaient voté pour lui. Ces ventes forcées
ont permis aux grands fonds d'investissement de devenir des propriétaires absents, transformant l'économie américaine. Elle est passée d'une économie fondée sur la propriété du logement à une économie dominée par les bailleurs. Les taux d'intérêt très bas ont aussi provoqué une forte hausse des prix des actions et des obligations, puisque ces deux marchés évoluent en sens inverse. Mais cette politique ne peut pas tenir à long terme, parce que si on empêche la valeur des garanties détenues par les banques et les créanciers de baisser, on bloque les gains liés à la hausse des actifs financiers, et l'économie doit alors s'endetter toujours davantage. Oui, laissez-moi le dire plus clairement. Depuis 2009, les salaires dans l'économie sont restés assez stables, mais il y a eu une croissance énorme, vraiment énorme, de la richesse du 1% le plus riche et même du 10%. Toute cette richesse vient de la bourse et de l'immobilier. Elle a été gonflée par le crédit. Plus les banques prêtent, plus les emprunteurs peuvent emprunter et faire monter les prix de l'immobilier, des actions ou des obligations. Et cette dynamique du crédit, c'est que la valeur d'une maison, d'un immeuble de bureau, d'une action ou d'une obligation dépend de ce qu'une banque est prête à prêter dessus. Les gens empruntent à intérêt en espérant réaliser une plus-value plus importante. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais toute cette richesse, cette valorisation de la richesse, la hausse des prix de l'immobilier déjà en place, les actions et les obligations aussi, tout cela a été financé par la dette. Et l'ensemble de l'économie s'est retrouvé écrasé sous le poids de la dette. C'est ça, l'effet d'une politique de taux d'intérêt zéro. On a sauvé l'économie et les banques de l'insolvabilité en aidant en fait l'économie à s'endetter encore plus pour sortir de la dette. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On fait face à une situation aussi grave qu'en 2008, 2009, tout aussi grave parce que tout à coup, les prêts bancaires et l'immobilier vont avoir du mal à être refinancés. Alors comment les États-Unis peuvent-ils, une fois de plus, adopter une politique de taux zéro pour relancer l'économie et émettre encore plus de dettes, alors qu'ils se sont déjà enfermés dans un coin à cause de cette dette? Exactement. Et on dirait bien que tout le système que vous venez de décrire ressemble beaucoup à une pyramide de Ponzi, non? Eh bien oui, un système de Ponzi doit être maintenu en vie, parce qu'il faut sans cesse de nouveaux entrants dans le système. En réalité, il n'y a rien de concret, rien du tout. Mais on fait semblant, on prétend que ça va rapporter de l'argent. On verse alors des dividendes très élevés ou des plus-values aux investisseurs, comme si on gagnait énormément d'argent. Mais d'où vient cet argent si en fait il n'y a aucun profit réel? Eh bien, on continue à faire la promotion du système de Ponzi, en espérant attirer de nouveaux investisseurs. Comme disait P.T. Barnum, il naît un pigeon chaque minute. Et on utilise l'argent des nouveaux venus pour payer les gros dividendes des premiers investisseurs. Et ainsi, le système continue de tourner. Mais au bout du compte, les dettes nominales envers les déposants ou les participants au système deviennent tellement élevées qu'il n'y a plus d'argent qui arrive de nouveaux investisseurs et tout le système s'effondre. Eh bien, l'économie aujourd'hui fonctionne un peu comme ça. Le secteur immobilier, le secteur bancaire, les sociétés cotées en bourse, tous sont empruntés pour payer les intérêts qui arrivent à échéance. Et comme ils ont emprunté pour acheter de l'immobilier ou des actions, comment vont-ils pouvoir rembourser les banques quand les cours des actions baissent et que les dividendes et les loyers sont comprimés par la hausse des coûts immobiliers? Pas seulement les coûts des prêts hypothécaires, mais aussi la hausse des assurances. Eh bien, les banques ne peuvent pas se permettre de les laisser faire défaut. Alors elles disent, on va vous prêter l'argent pour payer et encore vous prêter pour payer.
et on va continuer à prêter toujours plus d'argent. Et les prix de l'immobilier et des actions vont grimper. Et on dira, eh bien, nos garanties valent le coup. On accorde des prêts solides, adossés à de l'immobilier déjà existant et à des actions. Et regardez, tout monte, donc on n'est pas du tout en situation de perte de valeur. Mais toute cette hausse des valeurs boursières et immobilières qui sert de garantie à leurs dettes est en réalité financée par l'endettement. Et si les emprunteurs ne peuvent plus aller voir la banque pour dire « prêtez-nous encore un peu pour qu'on puisse vous payer les intérêts et le service de la dette », alors ce qui se passe, c'est qu'ils font défaut. La banque leur répond « on ne peut pas vous prêter parce que vous n'avez aucune perspective de remboursement ». Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. En ce moment, les taux d'intérêt, les prêts immobiliers sur 30 ans, comme je l'ai dit, dépassent les 5%. Le marché obligataire, les titres du Trésor, eux aussi sont au-delà de 5%. Les taux hypothécaires tournent autour de 7%. Eh bien, avec des taux d'intérêt aussi élevés, c'est presque impossible aujourd'hui pour les nouveaux acheteurs ou les nouveaux vendeurs de conclure une vente. Imaginons que vous deviez déménager ou que vous ne puissiez plus vous permettre de garder votre maison. Vous la mettez sur le marché pour rembourser la banque et, si possible, en tirer un petit bénéfice. Mais tout à coup, les propriétaires, et on pourrait dire la même chose des actionnaires, se rendent compte qu'il n'y a plus vraiment de marché pour l'immobilier au prix qu'ils ont payé il y a seulement quelques années. À l'époque, ils avaient emprunté et le coût mensuel de leur maison restait raisonnable parce que leur prêt était à faible taux. Aujourd'hui, les nouveaux acheteurs, eux, doivent contracter un prêt à taux beaucoup plus élevé. Et le coût de ce prêt, mois après mois, c'est au-delà de leurs moyens parce que les salaires n'augmentent pas. L'économie ne se développe pas, elle se contracte. Le mauvais temps arrive, les risques augmentent. Le coût de notre assurance habitation monte et nos impôts locaux aussi. Du coup, les taux d'intérêt élevés menacent de provoquer un nouveau crash immobilier. Cette fois, ce n'est pas à cause de fraude bancaire, c'est simplement parce que l'économie est étouffée par la dette. Vous avez mentionné que le département du Trésor devait emprunter davantage. Eh bien, récemment, le Trésor a annoncé qu'il aurait besoin d'emprunter plus d'argent que prévu. Et cette déclaration, en soi, renforce les craintes que la situation budgétaire de Washington se dégrade très rapidement. C'est vraiment le cas, et je pense que c'est désormais visible pour tout le monde. Mais le risque de prêter à un gouvernement qui accumule déjà d'énormes déficits d'une année sur l'autre, avec des charges d'intérêt en hausse, signifie que les investisseurs du monde entier vont exiger des rendements de plus en plus élevés. Ils vont vouloir des taux plus importants. Alors à quel point la dette nationale américaine, qui ne cesse de croître, pèse-t-elle sur la hausse des coûts d'emprunt dans l'ensemble de l'économie américaine? Cette peur que le gouvernement ne puisse pas payer parce qu'il a un déficit budgétaire, c'est de l'économie de pacotille. C'est une erreur de raisonnement, cette idée que le budget de l'État fonctionne comme celui d'un ménage. L'État n'est pas un ménage. Si du jour au lendemain, vous devez dépenser plus que ce que vous gagnez, vous ne pouvez pas aller au supermarché, faire vos courses et dire à la caissière « Je n'ai pas assez d'argent pour payer, laissez-moi vous écrire une reconnaissance de dette et vous pourrez peut-être payer vos fournisseurs de légumes avec ça. » Vous perdriez de l'argent. C'est absurde. L'État, lui, peut toujours créer de la monnaie. Et quand je dis que l'État peut créer de la monnaie, je veux dire que la Banque centrale peut le faire. La Réserve fédérale peut tout simplement créer de la monnaie électronique dans son bilan. Et le gouvernement, en pratique,
fonctionne avec un déficit. La Fed lui accorde un crédit électronique sur son propre bilan et elle finit par détenir une part de plus en plus importante de la dette fédérale accumulée. En somme, le gouvernement se doit de l'argent à lui-même. Il n'a pas besoin d'emprunter sur les marchés, puisque la Réserve fédérale peut créer cette monnaie librement pour un coût qui se résume à l'électricité nécessaire pour faire tourner ses ordinateurs. Alors on entretient cette illusion selon laquelle la finance ferait partie de l'économie réelle, un peu comme le budget d'un ménage. C'est une des idées fausses qu'on enseigne aux économistes à l'université. Et c'est bien pour ça que les économistes ne sont pas ceux qui dirigent la plupart des fonds d'investissement ou des fonds boursiers. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu de véritable formation économique, mais qui peuvent aller dans des écoles de commerce pour apprendre à utiliser l'endettement comme levier, à réduire leurs impôts ou même à devenir exonérés d'impôts. Mais franchement, c'est absurde. Alors la réponse de la Réserve fédérale à la crise de 2008, non seulement elle a financé la dette publique en créant de la monnaie électronique, mais en plus, comme je l'ai dit, elle a prêté aux banques à des taux proches de zéro, autour de 0,1%. Et en même temps, elle leur versait environ 2% d'intérêt, je ne me souviens plus du taux exact, sur leurs dépôts. Résultat, les banques pouvaient emprunter à moins d'1%, laisser cet argent en dépôt à la Réserve fédérale et toucher de l'argent gratuit. C'était une disposition spéciale mise en place par l'administration Obama. Il disait en substance, « Je dois récompenser les donateurs de campagne avec un déjeuner gratuit et un moyen de gagner des milliards sans effort. » Voici ce qu'on a fait. On leur a donné de l'argent gratuit à emprunter, on les a laissés l'investir à la Fed, ou simplement le laisser en dépôt, et comme ça, ils gagnaient assez pour se sortir eux-mêmes de la fraude financière. Et puis, tant qu'ils ne faisaient pas faillite, on n'avait pas besoin de poursuivre les escrocs qui avaient monté la fraude des prêts hypothécaires. Franchement, c'était une véritable mascarade sous l'administration Obama. Au lieu de laisser les banques et leurs déposants perdre de l'argent, il a dit en gros, eh bien, on peut charger toute l'économie de dette pour faire de l'argent, créer des milliers de milliards de dollars pour les actionnaires et les détenteurs d'obligations et sacrifier l'économie. Mais après tout, qui est-ce que je représente? Qui le Parti démocrate représente-t-il? Mes donateurs de campagne, évidemment. Et c'est ce qu'il a fait. Le résultat, comme je l'ai dit, ça a été un énorme boom du marché obligataire, mais une économie en forme de K. Les secteurs financiers et immobiliers, ainsi que la richesse du 1 à 10% les plus aisés de la population, ont fortement augmenté. Le reste de l'économie, lui, a été de plus en plus sous pression parce qu'il devait rembourser des dettes toujours plus importantes. Dettes hypothécaires, dettes de carte de crédit, prêts étudiants, crédits automobiles. Tous ces remboursements ont fini par étouffer sa capacité financière. Résultat, le marché de la consommation aux États-Unis ne s'est pas vraiment développé. Et l'une des conséquences, c'est que l'an dernier, en 2023, la moitié de la hausse des dépenses de consommation provenait des 10% les plus riches. Autrement dit, ce sont les milliardaires qui achetaient des sacs de luxe. Encore une fois, on voit beaucoup de mode italienne, un peu comme au XVIIIe siècle. Les gens achètent du Botox, des liftings, c'est très à la mode. Les dépenses de luxe ont fortement augmenté, mais pas celles pour les besoins essentiels. Les courses, les transports, l'essence, le chauffage. Donc, cette économie en forme de K, c'est le résultat d'une gestion économique qui vise à enrichir le secteur de la finance, des assurances et de l'immobilier. Ce qu'on appelle le secteur FIRE, au détriment de l'économie dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie financière, pas l'ingénierie industrielle. Et c'est justement ce type d'ingénierie qui a façonné toute la reprise après 2008.
Mais au final, ça a laissé l'économie très endettée et fortement dépendante du levier financier. Et cela veut dire qu'il n'y a pratiquement plus de marge pour recommencer à augmenter les taux d'intérêt, surtout pas à des niveaux qui mettraient l'économie en difficulté. Et encore moins si la rupture du commerce international du pétrole oblige les entreprises à arrêter leur production, faute de pouvoir s'approvisionner en pétrole pour faire tourner leurs usines. D'après le Wall Street Journal, les agriculteurs auraient déjà réduit leurs semis cette saison, parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'acheter des engrais fabriqués à partir de gaz naturel, dont le prix a explosé. Les États-Unis en exportent désormais la majeure partie pour remplacer le gaz russe en Europe et en Asie. Les agriculteurs n'ont plus les moyens de payer l'essence pour faire tourner leurs tracteurs, et ils ne peuvent même plus en acheter de nouveaux. Les prix des tracteurs ont énormément augmenté parce que les grandes entreprises de tracteurs, qui sont américaines, ont déplacé une bonne partie de leur production en Europe. Et de quoi fabrique-t-on les tracteurs? On les fait en acier et en aluminium. Or, Trump a imposé des droits de douane très élevés, autour de 50%, sur l'acier et l'aluminium utilisés dans ces tracteurs importés dont les agriculteurs ont besoin. Résultat, les prix des tracteurs neufs ont grimpé en flèche, et ceux des tracteurs d'occasion aussi, parce que les agriculteurs essayent d'éviter de payer ces nouveaux prix exorbitants. Les tarifs de Trump ont aussi joué un rôle important dans la faillite de l'économie américaine. Tout ça parce qu'il disait, si on peut lever de l'argent grâce aux droits de douane et faire payer les salariés, les agriculteurs et l'industrie, alors je peux baisser les impôts du 1% le plus riche, ma base de milliardaires. Trump a créé, enfin, il a encore plus embrouillé l'économie qu'Obama ne l'avait fait. C'est ça, le vrai problème qu'on a aujourd'hui. Les entreprises n'arrivent même plus à obtenir le pétrole nécessaire pour fabriquer les plastiques liés à l'ALENA. Elles s'inquiètent de savoir qui va produire les sacs plastiques dont on a besoin pour emballer les produits, pour protéger la nourriture dans les supermarchés. Et puis, la construction va être freinée. Tous les fluides à base de pétrole, les huiles qu'il faut pour les voitures, pour les lubrifiants, tout ça est réduit. On va avoir une rupture dans la chaîne des paiements, et ça veut dire que les entreprises vont devoir ralentir la production. Et qui dit moins de production, dit moins d'emplois. Et ça veut dire plus de chômage, ce qui va creuser les déficits ici et ailleurs et rendre l'économie encore plus déséquilibrée, écrasée par le poids de la dette. Parce que quand on est au chômage ou quand le coût de la vie augmente, comment peut-on rembourser ces dettes? Pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise. Si une entreprise réduit sa production, comment va-t-elle payer les dettes qui arrivent à échéance? Si c'est une société immobilière, le coût du chauffage, de l'électricité, tout ça explose. Comment va-t-elle s'en sortir? On est en train de préparer un vrai chaos, et pourtant la bourse continue de monter. Avant de parler du marché boursier, parce que je sais que nos téléspectateurs ont beaucoup de questions sur le fait que la bourse se porte bien alors que le reste de l'économie ralentit, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le marché obligataire. C'est un sujet central depuis plusieurs semaines. Il y a eu des ventes massives et les rendements des obligations ont augmenté, comme vous l'avez mentionné au début de l'entretien. Comment les conditions actuelles du marché obligataire se comparent-elles à celles d'autres périodes, comme la crise inflationniste des années 70, le début des années 80, ou encore la période qui a suivi la crise financière de 2008? Si vous deviez faire la comparaison, relever les différences et les points communs, qu'est-ce qui, selon vous, distingue le plus la situation actuelle?
Bonne question. Comme je l'ai déjà expliqué, la crise de l'inflation des années 70 a été provoquée par la guerre du Vietnam. Cette économie dite du beurre et des canons, avec les dépenses militaires américaines à l'étranger, qui représentaient à elle seule tout le déficit de la balance des paiements du pays. Cette guerre a absorbé une énorme part des investissements et de l'emploi, donc le travail ne manquait pas. La guerre du Vietnam et les années 70, c'était l'âge d'or du travail américain. C'est à ce moment-là que les salaires et le niveau de vie ont augmenté. Et Volcker a dit « Je représente la classe bancaire. Le travail est notre ennemi, comme il l'a toujours été pour les banquiers au XIXe et au début du XXe siècle. » Selon eux, plus les salaires sont bas, plus on peut extraire d'argent sous forme de profit pour verser des dividendes et financer les programmes de rachat d'actions. Ma circonscription, en gros, ce sont les banquiers. Et l'ennemi, c'est le monde du travail. Je vais provoquer une dépression. Comme ça, les travailleurs comprendront la leçon. Ça brisera le mouvement de syndicalisation. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'emplois, que les salariés seront désespérés de trouver du travail et qu'ils accepteront de travailler pour des salaires plus bas. Et c'est exactement ce qu'on veut. Des salaires plus bas. Ça veut dire plus de profit. Plus de profit, ça veut dire plus d'investissement, plus de prêts bancaires pour ma circonscription. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce qu'il appelait une économie en surchauffe, avec trop d'emplois. Au contraire, le chômage augmente, le sous-emploi progresse, on ne voit pas d'inflation salariale. Les salaires, eux, sont de plus en plus comprimés. Et c'est ça qui pousse les salariés à s'endetter avec leur carte de crédit, puis à ne plus pouvoir rembourser. Ils sont pris à la gorge parce qu'ils doivent maintenant rembourser les énormes prêts étudiants qu'ils ont contractés. Tous les types de dettes, les prêts immobiliers, les crédits auto, voient leur taux de défaut augmenter. On est donc dans une situation complètement différente de celle des années 70. Et pourtant, la rhétorique et cette espèce d'économie de pacotille que les marchés financiers et les médias continuent de promouvoir restent les mêmes, sans se rendre compte qu'on est aujourd'hui dans une impasse bien plus étroite qu'à l'époque, quand le gouvernement pouvait encore dire « Très bien, on va réduire les dépenses militaires, on va rééquilibrer le budget, on va baisser les impôts, et ainsi de suite. » Aujourd'hui, ce n'est plus possible de baisser les impôts davantage que ce que Trump a déjà fait, sans provoquer une véritable révolution politique dans ce pays. Est-ce que la situation actuelle du marché obligataire pourrait à terme forcer Washington à adopter une politique d'austérité budgétaire, ou bien, comme vous l'avez dit, des coupes majeures dans les dépenses seraient sans doute impossibles? Alors, quelle serait l'alternative dans ce cas? Donc, Washington ne va pas réduire les dépenses, sauf qu'il va faire comme l'Allemagne de l'Ouest et l'Europe. Il va dire, eh bien, on a utilisé tellement d'armes dans la guerre en Iran, ça a déjà coûté 2 ou 3 000 milliards de dollars. On ne peut pas se permettre de mener des guerres pour maintenir l'empire américain tout en finançant les dépenses sociales. J'ai bien peur qu'on doive revenir en arrière sur la sécurité sociale. On ne peut plus la payer. On va devoir réduire les dépenses sociales. On ne peut plus les payer. On va devoir sabrer dans l'État, comme l'a dit M. Musk. On va couper les subventions à la recherche et au développement. On va couper le soutien aux universités. On va couper les dépenses sociales. Et on va frapper l'économie de plein fouet. Désormais, on est une économie militaire. Oubliez l'économie des services sociaux. Vous avez voté républicain. Vous avez voté démocrate. On est tous ensemble. On est d'accord sur une chose, réduire les dépenses sociales, vendre la poste pour récupérer de l'argent, la privatiser, vendre tout ce que possède l'État, les parcs, les réserves de pétrole, les ressources naturelles.
Il suffit de transférer nos dépenses vers l'armée et vers les paiements au secteur financier pour pouvoir payer les intérêts de la dette que moi, Donald Trump, j'ai creusé avec mes baisses d'impôts, que le Congrès a approuvées, républicains et démocrates confondus. Alors maintenant que vous avez baissé les impôts des plus riches, vous allez devoir réduire votre niveau de vie de 10-20%. Vous allez devoir faire faillite. Vous avez voté pour moi. Vous avez voté pour des baisses d'impôts. Eh bien, payez le prix. Il faut bien que quelqu'un le paye. Ce sera vous, la majorité de la population, ce qu'on appelait autrefois la classe moyenne. Il n'y a pas de repas gratuit, n'est-ce pas? Et ça, c'en est la preuve. Parlons un peu du marché boursier. Quel impact la hausse des taux d'intérêt à long terme a-t-elle vraiment sur le marché américain des actions? Je pense qu'il y a énormément d'idées fausses à ce sujet et j'aimerais que vous nous expliquiez simplement le principe de base. Comment la hausse des taux d'intérêt influence-t-elle concrètement le marché boursier américain, les plans d'épargne retraite, les comptes d'investissement et tout ce qui va avec? Eh bien, la plupart des actions ne sont pas achetées avec l'épargne des travailleurs, que ce soit à travers leurs fonds de pension ou leurs économies personnelles. C'est de l'argent emprunté. La majorité des actions sont achetées par des investisseurs institutionnels. Eux, ils empruntent auprès des banques. C'est ce qu'on a vu dans les années 80 avec les vagues de rachats financées par des obligations à haut risque. Les banques d'investissement, à commencer par Drexel Burnham notamment, empruntaient et levaient des fonds auprès de détenteurs potentiels d'obligations et d'investisseurs. Vous savez, avec des taux d'intérêt relativement élevés, certains disaient « on va faire un carton en rachetant des entreprises ». Alors investissez dans nos sociétés de rachat, on va emprunter à bas coût, on va tout racheter, du pur corporate trading. C'est exactement ça, le marché des obligations pourries. On voyait des sociétés financières s'emparer d'entreprises industrielles, les reprendre, puis réduire les coûts de production, désindustrialiser l'économie, couper dans la recherche et le développement à long terme ou dans l'investissement productif, juste pour faire de l'argent rapidement et verser des dividendes. Et donc, ces dernières années, depuis plus de 10 ans, plus de 90% des bénéfices, des flux de trésorerie, des profits et autres revenus non exonérés d'impôts des entreprises industrielles ont été utilisés pour verser des dividendes et racheter leurs propres actions. Le but de l'investissement en actions, à la base, ce n'est pas simplement d'emprunter à bas coût pour acheter des titres qui rapportent un dividende plus élevé. Mais dans les faits, c'est ce que représente la majorité des emprunts aujourd'hui. Mais ils achètent des entreprises pour ensuite les démanteler. Par exemple, si vous achetez des hôpitaux, vous pouvez vous demander comment gagner de l'argent avec un hôpital qui peine à équilibrer ses comptes. Eh bien, l'hôpital va vendre son immobilier à une autre société, puis le lui louer. Du coup, l'hôpital se retrouve à payer un loyer énorme pour le terrain et le bâtiment, qui appartiennent désormais à une société immobilière distincte. Et les prédateurs financiers qui ont pris le contrôle de l'hôpital vont utiliser l'argent de cette société parallèle, celle qui a acheté l'immobilier, pour se verser des dividendes. Tout cela, c'est de la désindustrialisation. En fait, la bourse n'est plus un moyen de lever des fonds pour investir dans le capital et créer de l'emploi. Ils lèvent des fonds pour racheter des entreprises, les démanteler, les désindustrialiser et les laisser derrière eux comme des coquilles vides en faillite. Ça s'est produit encore et encore. Sears, Roebuck, Toys R Us. On peut dérouler toute la liste des sociétés que le capital privé a rachetées dans une logique de pillage éclair. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'enchitification.
un nouveau mot ajouté à la langue anglaise pour décrire tout ce processus. La plupart des actions sont achetées avec de l'argent emprunté. Et bien sûr, il y a toujours eu les fonds de pension. Mais ces fonds de pension ont prêté de l'argent aux sociétés d'investissement privées pour faire ça, pour financiariser les entreprises. Résultat, le secteur industriel a été financiarisé. Et c'est exactement ce que je voulais dire quand j'ai parlé du passage du capitalisme industriel au capitalisme financier. C'est intéressant parce que le taux d'intérêt à long terme sur les bons du Trésor à 30 ans a atteint 5%. Et c'est un peu ce seuil à partir duquel tout le monde commence à vraiment prêter attention au taux dès qu'il dépasse les 5%. Et puis le bon du Trésor à 10 ans, je crois qu'il est autour de 4,6%. Wow. Si c'était temporaire, on pourrait dire que c'est juste passager, pour reprendre le mot préféré de Powell. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors la vraie question, c'est combien de temps l'économie américaine peut-elle vraiment supporter des taux d'intérêt à long terme comme cela? Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite, compte tenu de cette situation? Eh bien, j'ai abordé tout ce problème dans mon livre Killing the Host, et j'y explique qu'il existe quelque chose qu'on appelle la règle des 72. En gros, tout taux d'intérêt correspond à un temps de doublement. Alors on peut se demander, combien de temps faut-il pour qu'une dette double? Eh bien, on divise 72 par le taux d'intérêt. Par exemple, à 5%, ça fait 14 ans. Votre dette va donc doubler en 14 ans. Maintenant, imaginez ce que ça signifie pour la dette fédérale, la dette immobilière ou encore la dette des ménages dans l'économie. Si la dette double et qu'on a déjà du mal à supporter le poids de la dette actuelle, comment pourrait-on dans 15 ans rembourser 2 fois plus? La seule façon d'y arriver, ce serait que l'économie croisse plus vite que la dette. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au fil de l'histoire, les économies ont toujours grandi moins vite que la dette, parce que la dette, elle, croît de façon exponentielle. C'est purement mathématique, avec un temps de doublement qui s'accélère. Mais les économies, elles, suivent une courbe en S. Elles finissent par ralentir. Et l'une des raisons de ce ralentissement, c'est que le poids de la dette devient de plus en plus lourd. C'est ce qui freine l'économie jusqu'à ce qu'il y ait un crash. Et en général, le crash efface la dette. Eh bien, ça ne s'est pas produit en 2008 et 2009. En ne laissant pas la dette être effacée, l'administration Obama a maintenu cette dette dans les comptes. Elle n'a pas permis à l'économie de s'en libérer. Résultat, tout a été conservé. Et ce rythme de croissance de la dette supplémentaire n'est tout simplement pas soutenable dans une économie déjà étouffée par l'endettement. Il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais que j'aimerais aborder rapidement. Je sais que c'est un thème à part entière, très complexe, mais parlons un peu de la bulle du capital investissement. Parce que, évidemment, la hausse des taux d'intérêt à long terme a un impact direct sur les possibilités de refinancement et sur les risques de défaut de paiement. Vous y avez d'ailleurs fait allusion plus tôt dans cette discussion. Mais pour ce qui est des fonds de capital investissement, quelles en sont les conséquences? Parce qu'on parle, je crois, d'une bulle de plusieurs milliers de milliards de dollars à ce stade. C'est donc très préoccupant d'imaginer une situation où les taux à long terme continuent de grimper alors que les dettes arrivent à échéance. Eh bien, les sociétés de capital investissement empruntent ou lèvent de l'argent auprès d'investisseurs, de fonds de pension et d'autres investisseurs, surtout institutionnels, pour mener leurs opérations de prédation. Leur but, c'est de faire du profit en réduisant l'emploi, en licenciant du personnel, en ne remplaçant pas les salariés partis à la retraite, en coupant dans les activités rentables, puis en revendant des morceaux de l'entreprise
juste pour verser des dividendes plus élevés aux investisseurs. Mais en ce moment, avec l'économie qui tourne au ralenti dans beaucoup de secteurs ou qui s'arrête à cause de la crise énergétique, ces sociétés ne peuvent plus vraiment continuer leurs opérations de prédation. Le parasite a déjà vidé l'hôte, c'est-à-dire les entreprises, de la majeure partie de leurs revenus. Alors, les sociétés de capital investissement se demandent comment allons-nous payer les investisseurs. Beaucoup d'entre eux voient exactement ce que je viens de décrire et ils se disent, eh bien, on dirait que le boom est terminé. Est-ce qu'on peut encaisser nos parts? On veut vendre. Vous pouvez nous rendre notre argent. On a déjà bien gagné, merci, mais maintenant on veut retirer nos dépôts. Et là, la société de capital investissement répond, désolé, les retraits sont gelés. Si vous essayez de récupérer votre argent, on sera obligé de vendre une partie des actifs qu'on a achetés, certaines des entreprises qu'on a acquises. Et bien sûr, on les a déjà affaiblis, on les a blessés. On les a laissés devenir des coquilles vides, comme Sears ou Toys R Us. Et si on devait vendre maintenant, on subirait une énorme perte. Et si on enregistrait cette perte, notre valeur nette deviendrait négative. Là, ça affolerait encore plus nos déposants et nos investisseurs qui se mettraient à tout vendre. Et à ce moment-là, on serait en faillite. Alors d'un coup, les investisseurs se retrouvent coincés dans le fonds de capital investissement. Et les dirigeants de ce fonds se disent « Payons-nous un dividende spécial, des primes, on est pressé, laissons tout s'effondrer. » C'est exactement ce qu'ils font. Et les perdants, ce sont les investisseurs et les fonds de pension, ceux qui pensaient avoir trouvé une nouvelle façon magique de gagner de l'argent, au lieu de simplement continuer à désindustrialiser et à pourrir l'économie. Alors, avec tout ce que vous venez de décrire, quelles sont les perspectives pour les économies américaines et étrangères face à la crise pétrolière actuelle? Parce qu'on sait qu'il n'existe à ce stade aucune solution diplomatique connue dans la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Et l'Iran, bien sûr, a la capacité et la volonté d'imposer des coûts économiques énormes en cas d'attaque sur son territoire. Donc, la crise énergétique, je pense qu'on peut le dire, la crise énergétique va s'aggraver. Comment ça va-t-il affecter les économies américaines et étrangères, en plus de tout ce que vous avez déjà évoqué dans notre discussion d'aujourd'hui? Il va y avoir beaucoup de défauts de paiement sur les dettes. Et quand une dette n'est pas remboursée, les biens passent des débiteurs aux créanciers. Les propriétaires vont perdre définitivement leur maison au profit des banquiers hypothécaires. Les entreprises, elles, vont devoir céder leur société à leurs propres banquiers, à leurs obligataires et à leurs créanciers. Résultat, la propriété va se concentrer encore davantage. Les crises financières sont de véritables mines d'or pour les secteurs riches qui disposent de liquidités. Les États-Unis vont probablement traverser quelque chose de similaire à la crise financière asiatique de 1998. À l'époque, les pays asiatiques étaient pris à la gorge, leurs monnaies se sont effondrées, sauf la Malaisie, qui avait imposé des contrôles de capitaux au lieu de laisser faire les marchés et qui a ainsi évité le crash. Les autres pays, la Corée, le Japon, Singapour et d'autres, se sont effondrés et les investisseurs étrangers sont arrivés pour racheter à bas prix des entreprises en difficulté. Eh bien, c'est à ça que vont ressembler les États-Unis. Sauf que cette fois, ce sera le 1% le plus riche qui aura accès au crédit bancaire. Et les banquiers, ainsi que le secteur financier, finiront par accumuler de plus en plus de biens qui appartenaient autrefois à l'économie réelle, celle qui n'est pas financière. Professeur Hudson, un grand merci d'avoir été aussi généreux aujourd'hui avec votre temps et d'avoir accepté notre invitation.
C'est toujours un honneur de vous recevoir et cette conversation a été vraiment enrichissante et stimulante. J'aimerais beaucoup vous revoir pour poursuivre cet échange. Et pour nos spectateurs, n'hésitez pas à suivre Michael sur Patreon et à soutenir son travail. Je suis un grand admirateur et je vous invite aussi à découvrir ses livres, dont je mettrai les liens dans la description ci-dessous. Allez les voir, achetez-les, lisez-les, vous ne serez pas déçus. Michael, merci infiniment pour votre temps aujourd'hui. Eh bien, c'est un bon moment pour avoir cette discussion. Merci de m'avoir invité.